Bonjour et bienvenue à ce premier webinaire organisé par l'équipe de LexisNexis Maroc en partenariat avec Iconjuris, partenaire exclusif de LexisNexis au Maroc. Je suis Angélique Azy, responsable de la plateforme de recherche juridique en ligne LexisNexis Maroc et rédactrice en chef de la revue trimestrielle Droit et stratégie des affaires au Maroc. Je travaille main dans la main quotidiennement avec Souad El Cohen. Compte tenu de l'ampleur de l'épidémie de Covid-19 aujourd'hui, LexisNexis Maroc et son partenaire Iconjuris ont souhaité accompagner les professionnels du droit dans cette période d'incertitude juridique. À cette fin, une plateforme dédiée aux impacts juridiques de cette crise en Afrique du Nord et au Moyen-Orient a été mise en place, dont l'accès est gratuit. Il s'agit du site c19lexismena.com. De plus, des visioconférences ou webinaires vont être mises en place 3 fois par semaine avec des experts. Ils seront accessibles gratuitement pour tous. Il s'agit donc aujourd'hui de notre premier webinaire, donc pardon par avance pour les éventuels petits problèmes techniques que nous pourrions rencontrer, mais qui seront, je l'espère, les moins nombreux possibles. Pour votre information à tous, ce webinaire est adossé à l'environnement législatif marocain et en conformité au règlement européen sur la protection des données personnelles. À l'issue de la présentation de notre première invité, je poserai les questions que vous, participants, aurez pu suggérer tout au long de l'intervention via le chat et notre intervenant y répondra avec plaisir. Je suis donc ravie de présenter ce premier webinaire consacré à l'impact juridique de l'épidémie de Covid-19 en droit du travail au Maroc, puisqu'aujourd'hui, plus de 41 200 salariés sont d'ores et déjà en arrêt temporaire de travail. Je passe donc la parole à Maître Mohamed Oulkouir, qui est membre fondateur de l'Association marocaine de droit du travail et de la sécurité sociale. Mohamed Oulkouir conseille un nombre significatif de groupes industriels et commerciaux nationaux et internationaux en matière de relations individuelles et collectives de travail, de licenciement collectif, d'audit et d'opérations d'externalisation. Il intervient également en matière de contentieux et d'arbitrage en Europe, au Maghreb et en Afrique subsaharienne. Maître Oulkouir, c'est à vous. Bonjour Angélique, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre en cette fin d'après-midi pour cette petite conférence sur les impacts de la pandémie de Covid-19 sur le droit du travail et notamment sur ce que les mesures que les... Alors, vous m'entendez ou j'ai l'impression qu'il y a un problème de son? On avait évoqué ces petites techniques. Alors, vous pouvez y aller, monsieur Oulkouir, je pense que c'est bon. Ah, ok, bon, j'ai vu un mauvais message. Donc, l'idée, c'est d'examiner rapidement à travers ce qui existe au Maroc, le Code du travail, mais aussi les différents textes récents qui ont été mis en œuvre, promulgués par les autorités, pour essayer de comprendre comment réagir et comment faire face quand on est employeur à cette situation assez exceptionnelle. Et de manière à aborder les différentes thématiques le plus complètement possible dans le délai qui nous est imparti, on va organiser cela en 3 étapes. La première étape, ce sera le Covid-19 et le maintien de la relation contractuelle. Donc, on continue à travailler, à être organisé de la même manière. Et l'idée, c'est de savoir ce qui se passe dans ce cadre-là, quels sont les différents impacts. Le deuxième point, ce sera le Covid-19 et l'altération ou la modification de la relation contractuelle. Et en troisième et dernier lieu, nous aborderons le Covid-19 et la rupture de la relation contractuelle avec un tout petit éclairage sur les différentes mesures prises par le gouvernement pour essayer d'accompagner les entreprises et les salariés en cette période particulièrement compliquée. Donc, s'agissant du Covid-19 et de son impact sur la relation contractuelle en tant que telle, en mettant à l'écart tout objectif de rupture ou de modification du contrat, on a cette pandémie pose un certain nombre de problèmes en matière de santé et de sécurité au travail. On sait qu'au Maroc, il y a un cadre assez clair et assez strict en matière de droit du travail et de préservation par l'employeur de l'intégrité physique et morale de ses salariés. Et cette obligation de prendre soin et de l'intégrité physique et morale des salariés est notamment prévue à l'article 24 du Code du travail. Et donc, sur la base de cette obligation prévue à l'article 24, l'employeur a la possibilité de mettre en place un certain nombre de mesures pour faire face
aux conséquences que pourraient avoir des cas de contamination ou de salariés malades sur le lieu de travail. Et en premier lieu, c'est cette question des tests médicaux et de la possibilité pour l'employeur. On ne parle pas des visites d'embauche ou des visites régulières qui doivent être menées pour s'assurer de l'aptitude au poste. Là, on est plutôt dans la logique de lutte contre la pandémie et de faire en sorte de pouvoir maintenir l'appareil productif, puisque si tous les salariés ou une partie des salariés sont contaminés, ça peut aboutir, alors que même que l'entreprise pourrait continuer à travailler, à une obligation de fermer le site. Donc, des tests médicaux peuvent être mis en place, et notamment la prise de température, par exemple, puisqu'on sait que c'est un des symptômes essentiels et principaux en la matière. Et donc là, on a eu, et les uns et les autres, je pense, ont dû voir ce guide qui a été élaboré par le ministère de l'Emploi et qui apporte un certain nombre de réponses intéressantes. On a donc cette possibilité de mettre en place des tests, notamment de température, à l'accès au site pour vérifier qu'il n'y a pas un soupçon ou un risque de contamination et de propagation de la contamination au sein de l'entreprise. Ça rentre pleinement et totalement dans le cadre de l'obligation d'assurer la santé et la sécurité des salariés qui pèsent sur l'employeur. Donc, il n'y a pas de difficulté, quand bien même on n'aurait pas de texte, contrat de travail ou règlement intérieur pour appuyer ce type de démarche. Donc, ça a été confirmé. Et on peut, dans ce cadre-là, aller même un peu plus loin. Si on a des soupçons ou un doute particulier sur l'état de santé du salarié, sans que ça puisse être qualifié de discrimination à la santé, on peut interdire l'accès au lieu de travail, faire en sorte que le salarié puisse être pris en charge, soigné, et dans ces cas-là, on va tomber sur des situations un peu classiques. Si le salarié est effectivement malade, ça donnera lieu à un arrêt maladie et à la suspension corrélative du contrat de travail. Si le salarié ne l'est pas, dans ces cas-là, il doit pouvoir reprendre son poste. Et naturellement, la période d'absence qui aura été provoquée par l'employeur du fait de la mise en œuvre de son obligation de sécurité devra être considérée, de mon point de vue, comme une absence du coup justifiée et rémunérée, puisque le salarié ne doit pas avoir à subir les conséquences de la période d'inactivité forcée liée aux restrictions mises en place par l'employeur. Donc, on a une situation assez simple, selon que la personne est effectivement malade ou pas. Après, il y a un débat qui me semble n'est pas encore réglé ou tranché sur la question de savoir si le salarié qui serait contaminé ou supposément contaminé sur le lieu de travail ou pense qu'il a été contaminé sur le lieu de travail, si ça peut être considéré ou traité comme un accident du travail ou pas. Donc, là, il n'y a pas de réponse particulière, mais de mon point de vue, dès lors qu'un salarié est contaminé sur le lieu de travail et considère qu'il est victime d'un accident du travail, la posture ou l'approche la plus prudente pour une entreprise, c'est de le traiter comme tel et de le déclarer auprès de son assurance en tant qu'accident du travail. Ensuite, la situation sera examinée plus avant pour vérifier s'il peut bénéficier ou pas de ce régime de prise en charge. Mais du point de vue de l'employeur, il faut être particulièrement neutre et ne pas se faire juge du caractère ou pas d'accident du travail de cette contamination sur site. Alors, on entend beaucoup parler de droit de retrait, qui est un concept de droit français qu'on n'a pas et que nous n'avons pas stricto sensu dans le droit marocain. En droit français, c'est la possibilité pour un salarié d'arrêter et de cesser son travail parce qu'il considère qu'il y a un danger grave et imminent qui pèse sur sa santé s'il continue à travailler. Le droit de retrait, à l'heure actuelle en France, n'est pas considéré comme réalisé dans le cadre de cette pandémie de Covid-19. Donc, au Maroc, il n'y a pas de texte spécifique, mais si un salarié, en dehors de toute situation de maladie, mais parce qu'il a peur ou parce qu'il veut éviter absolument le risque d'être contaminé, demande à arrêter le travail, il semble qu'on doit pouvoir le traiter comme une absence justifiée mais non payée, puisque l'initiative vient du salarié. Alors ça pose problème si on se retrouve à un développement ou à une multiplication de ce type de demande, puisque ça peut aboutir à empêcher purement et simplement la société de travailler. Et dans ce cadre-là, il est important d'essayer de trouver une réponse qui ne sera pas juridique, mais plutôt en termes RH, à travers les échanges avec les délégués du personnel, le comité d'entreprise s'il y en a un, et puis par la démonstration de ce que l'employeur a mis en place, les outils nécessaires pour permettre d'assurer la protection et la santé du salarié. Donc,
Ce sont tous les gestes barrières qu'on évoque et qu'il y ait une communication suffisante de la part de l'employeur dans ce cas-là. Si l'employeur a été diligent, a mis en place les mesures qui sont recommandées par les autorités sanitaires, il me semble qu'il doit pouvoir, si on pousse la logique un peu plus loin, forcer les salariés à venir travailler, et s'ils ne viennent pas, éventuellement considérer qu'on a à faire face à des situations d'absence injustifiée. Mais la barrière là est un peu fragile, et ce sera véritablement une analyse au cas par cas qui doit permettre de clarifier cette situation. Le deuxième point qu'on a vu à la suite des derniers développements, et notamment des décisions de confinement prises par les autorités et confirmées par la loi sur l'état d'urgence sanitaire, on a une situation où on doit développer du télétravail. Donc le télétravail, malheureusement au Maroc, n'est absolument pas réglementé, donc il n'y a absolument aucun cadre juridique. Et là, j'ai une petite divergence d'approche avec le ministère de l'Emploi qui, dans son guide, lui, fait référence à l'article 8 sur le travail à domicile. Il me semble qu'il s'agit de situations totalement différentes. L'article 8 vise en réalité à mettre en place une présomption de salariat pour des salariés qui travaillent chez eux, notamment dans certains secteurs, des couturières par exemple, qui travaillent depuis chez elles avec leur propre machine, à la demande d'un ou plusieurs clients. C'est cette logique-là qui a voulu saisir le Code du travail à l'époque pour mettre en place une présomption de salariat et dire que ces personnes-là sont des salariés et doivent être traitées comme tels. Il ne s'agissait absolument pas de télétravail. Et donc, de mon point de vue, je fais la distinction parce qu'elle est importante, puisque si on considère qu'on est sur la base de cet article 8, il y a l'obligation d'avoir l'accord de l'un et l'autre. Si on considère que le télétravail n'est absolument pas réglementé et qu'il n'y a pas de cadre, le télétravail pourrait être mis en place d'autorité, on va dire par l'employeur, même si ça répond souvent à une aspiration légitime des salariés, mais pourrait être mis en place d'autorité par l'employeur sans avoir à obtenir l'accord des personnes concernées. Il pourrait même, du coup, décider de mettre tout ou partie de son effectif en télétravail. La seule contrainte pour lui, c'est de s'assurer par un avenant à sa police d'accident du travail que les salariés sont bien couverts au titre du régime accident du travail lorsqu'ils travaillent depuis chez eux, et naturellement qu'ils mettent à leur disposition les moyens nécessaires pour faire du télétravail. Mais du coup, il n'y a pas cette obligation d'accord du salarié et de l'employeur qu'a retenu le ministère de l'Emploi dans son guide. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et il me semble que les mesures prises par les autorités récemment, notamment ces attestations de sortie émanant de l'employeur pour aller travailler, confirment cette hypothèse, puisque l'employeur choisit qui peut sortir, qui ne peut pas sortir. On ne demande pas que ce soit fait d'un commun accord. Et donc, l'employeur, en ne délivrant pas d'attestation de sortie et en exigeant que les salariés travaillent depuis leur domicile, a totalement cette latitude. Donc, il me semble qu'on a sur le télétravail, même s'il n'y a absolument aucun cadre juridique, une possibilité dans le cadre de l'organisation globale du temps de travail et puis surtout de l'obligation de s'assurer de la santé et de la sécurité du salarié prévu à l'article 24, une possibilité de mise en place unilatérale du télétravail. Cette logique le deuxième point sont le refus de déplacement. C'est ce que j'ai évoqué un peu en filigrane tout à l'heure à travers cette notion de droit de retrait, quand le salarié finalement ne souhaite pas accomplir son obligation, dans ces cas-là contractuels, d'aller à tel ou tel endroit ou fréquenter tel lieu de travail ou tel autre lieu de travail. Là aussi, la situation étant un peu particulière, on doit traiter ça avec beaucoup de prudence et avec beaucoup de légèreté, mais si on pousse la logique, on sera in fine dans des situations d'insubordination, puisqu'on a la faculté en tant qu'employeur d'imposer un certain nombre de règles dès lors qu'il s'agit d'assurer la santé et la sécurité. On a tous les uns et les autres en tête un certain nombre de cas ou de décisions de jurisprudence sur des salariés qui refusent de porter les équipements de protection individuelle ou autres. On est un peu sur des débats de même nature dans ces situations-là. Donc, voilà globalement le premier point sur le Covid-19. J'espère qu'il n'y en aura pas non plus en 2029, mais le Covid-19 et le maintien de la relation contractuelle. Donc, on peut continuer à travailler. D'ailleurs, ça a été évoqué. L'idée, c'est que l'activité économique n'est pas impactée et il n'y a pas comme on le voit dans certains pays, il n'y a pas une liste de secteurs essentiels qui seraient les seuls autorisés à continuer à travailler et tous les autres devraient fermer. Au Maroc, l'approche est différente. Hormis les secteurs explicitement visés par les autorités et par l'administration avec une obligation de fermeture, tous les autres secteurs, toutes les autres entreprises
peuvent continuer à travailler et doivent mettre en place les différents moyens pour continuer à travailler, idéalement par le télétravail, sinon par du travail physique sur site. Il n'y a à l'heure actuelle aucune restriction ou aucune interdiction de ce type-là pour les entreprises. Malheureusement, pour certaines d'entre elles, il est de toute façon pas possible de continuer à travailler quand bien même elles le voudraient pour différentes raisons. Et dans ce cas-là, se pose la question de l'altération ou de la modification de la relation contractuelle. Et cette question de modification ou d'altération de la relation contractuelle doit aussi être abordée. On va, je pense, passer au slide suivant sur l'altération de la relation contractuelle et les problématiques qu'elle suppose. J'ai un peu traité par anticipation le télétravail, donc je ne vais pas y revenir et je l'ai traité auparavant parce que de mon point de vue, il n'y a pas de modification du contrat. Et c'est pour ça qu'il y a un point réellement d'interrogation. Il n'y a pas de modification du contrat de travail. C'est une mesure qui peut être prise par l'employeur dans le cadre de ses prérogatives. Et donc là, on ne touche à rien et il n'y a pas cet accord nécessaire ou préalable comme semblait l'indiquer la note ministérielle. En pratique, les différentes réponses quand on est une entreprise qui peut difficilement continuer à travailler ou ne peut continuer à travailler que partiellement, là on a une bonne surprise, c'est que le Code du travail a anticipé ces notions ou ces situations de difficultés économiques passagères ou de circonstances exceptionnelles en permettant aux employeurs d'ajuster un peu la durée du travail de leurs salariés, et en ajustant la durée du travail, on peut ajuster et modifier en conséquence la rémunération. Donc on a cette possibilité prévue aux articles 185 et 186 du Code du travail, où il est possible pour une entreprise, à tout moment, dès lors qu'elle peut justifier de difficultés économiques passagères ou de circonstances exceptionnelles, et on est très clairement dans cette situation de circonstances exceptionnelles, de réduire le temps de travail de ses salariés jusqu'à 50%. Donc si on prend 44 heures hebdomadaires, on irait jusqu'à 22 heures comme plafond maximum, et pour une durée consécutive ou non de 60 jours. Donc il y a cette possibilité de réduire jusqu'à 50% sur une période de 60 jours avec réduction corrélative du salaire. Et cette mesure peut être mise en œuvre de manière assez simple, puisqu'il suffit simplement d'informer et de consulter, on va utiliser ces termes, d'informer et de consulter les délégués du personnel en leur expliquant pourquoi on est amené à prendre cette mesure-là. Donc ça donne lieu à une convocation avec un ordre du jour très précis qui sera, par exemple, les mesures à prendre pour faire face à la pandémie de Covid-19 au sein de l'entreprise. Cette réunion des délégués du personnel donnera lieu à un procès-verbal qui démontrera qu'il y a eu une information des délégués du personnel, et on a un délai d'une semaine. C'est ce qui est prévu par l'article 186. On peut mettre en œuvre ensuite, immédiatement, sans l'accord des salariés, cette réduction du temps de travail. Donc c'est un outil assez souple, même éminemment souple, et qui existe dans peu de codes du travail, et qui permet à l'entreprise de répondre de manière assez rapide à cette problématique ou à ces circonstances exceptionnelles. Alors quand on veut aller au-delà de 50% de la réduction de salaire ou aller au-delà de la période de 60 jours, en revanche, l'information de consultation des délégués n'est pas suffisante. Il faut dans ces cas-là obtenir l'accord des délégués du personnel ou des représentants syndicaux quand il y en a, ou du comité d'entreprise. Et si on n'obtient pas cet accord, dans ces cas-là, on retombe sur la procédure prévue pour les licenciements économiques, où là, on doit obtenir l'autorisation du gouverneur. À ma connaissance, aucune demande en ce sens n'a été à l'heure actuelle faite à un gouverneur, et a priori, aucune demande n'a été acceptée ou traitée. Donc il y a cette possibilité, et là, on retrouve un point qui est très important, c'est de la nécessité pour les entreprises d'avoir des délégués du personnel. Je rappelle que c'est une obligation à partir de 10 salariés. Et quand on n'a pas de délégué du personnel, on ne peut pas bénéficier du coup de cette mesure de souplesse, parce qu'en l'absence de délégué, il faudrait obtenir l'accord de chacun des salariés concernés. Je rappelle également que pour les entreprises de plus de 50 salariés, il y a une obligation de mettre en place un comité d'entreprise, et le Code du travail prévoit que dans les entreprises de plus de 50, c'est le comité d'entreprise qui se substitue au délégué du personnel pour la mise en place, pour la procédure d'information de consultation de la réduction du temps de travail jusqu'à 50. Au-delà de 50, même mécanisme, mais ce n'est plus une simple consultation ou une simple information, ce sera un accord
qui sera nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre cette mesure de réduction du temps de travail en parallèle à la réduction du temps de travail, et c'est ce qui est fait par un certain nombre d'entreprises au Maroc. C'est aussi le fait de demander aux salariés de prendre leurs congés. S'ils ont des congés payés acquis, on peut leur demander de leur prendre. Là aussi, ça peut être imposé de manière unilatérale. On n'a pas besoin de l'accord des salariés. Il faut simplement, effectivement, auparavant, en avoir débattu avec les délégués du personnel dans le cadre d'une réunion de concertation telle qu'elle est prévue par l'article 245 du Code du travail, mais ça peut aller assez rapidement et donc il n'y a pas non plus ce verrou de l'accord du salarié. Ensuite, si on n'obtient pas d'accord ou si on n'a pas de délégué du personnel, la situation peut être un peu plus complexe et si on veut réduire le temps de travail, on a au cas par cas la possibilité là d'avoir recours à la force majeure et d'expliquer que la situation actuelle, et à bien des égards, elle peut, de mon point de vue, caractériser une situation de force majeure, pas uniquement la pandémie, mais les éléments pris tous ensemble, que ce soit cette situation de pandémie, les différentes mesures gouvernementales, les différentes restrictions de toute nature mises en place, non seulement au Maroc, mais à l'étranger, peuvent permettre, en fonction des secteurs d'activité et des entreprises concernées, de justifier le recours à ce concept de force majeure qui, et là aussi c'est une des particularités ou des spécificités intéressantes du Code du travail marocain, force majeure qui est très présente dans le Code du travail au Maroc. Elle est citée, je crois, à 14 reprises, ce qui est assez exceptionnel quand on ne la trouve absolument pas dans d'autres codes d'un certain nombre de pays. Et donc, la force majeure permet d'apporter une réponse, que ce soit en matière de suspension ou suspension d'ailleurs dans des contrats dans un premier temps et d'arrêt de l'activité. Le Code du travail prévoit d'ailleurs que, s'agissant des contrats à durée déterminée, on peut les rompre sans indemnité dès lors qu'on est confronté à une situation de force majeure. C'est un des cas de rupture prévus pour les contrats à durée déterminée. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire de débat ou de développement particulier sur la force majeure parce que ça nécessite réellement un examen complet de la situation et une analyse au cas par cas. On l'a vu dans certains secteurs. On a d'ailleurs commencé pour certains secteurs d'activité à déclarer des situations de force majeure, notamment dans le cadre d'exécution de certains marchés publics. Donc c'est quelque chose qui peut réellement, selon moi, être mis en œuvre. Mais après, comme vous le savez, la qualification de la force majeure ne sera de toute façon validée ou infirmée qu'a posteriori dans le cas où il y aurait un contentieux ou une contestation de l'existence d'une situation de force majeure. En tout cas, on a un certain nombre d'outils du droit marocain. J'ai donné les principaux qui permettent de faire face à ces situations et d'assouplir un petit peu les charges auxquelles les entreprises doivent faire face quand elles ont un personnel important, mais plus de rentrée financière ou plus beaucoup d'activités qui permettent de tenir occupés ces différents salariés. La question ne se pose pas vraiment, à mon sens, pour le mois de mars, puisqu'il n'y a qu'une petite partie du mois qui est concernée, même si on a auparavant senti des ralentissements d'activité. Donc, il serait très prématuré, sauf situation particulièrement manifeste, d'aller sur de la force majeure ou pour une entreprise de considérer qu'elle ne peut absolument plus rien faire sur le mois de mars. Par contre, si ça venait à perdurer, et notamment au-delà du 20 avril, la question se poserait avec beaucoup plus d'acuité pour le mois d'avril à venir et à plus forte raison pour le mois de mai ou le mois de juin. Donc, voilà un peu les différents éléments sur la réduction du temps de travail qui est l'outil maître. Et on va passer maintenant à la partie mesures d'accompagnement et rupture. Parce que la situation actuelle ne permet pas pour autant, en prenant appui sur la situation de difficulté économique, de rompre de manière unilatérale le contrat de travail à motif pris des difficultés économiques ou d'éléments même de force majeure. Si on veut licencier des salariés pour motif économique au Maroc, on doit toujours suivre cette procédure prévue aux articles 66, 67 et notamment obtenir l'autorisation du gouverneur. Et à défaut d'autorisation du gouverneur, le licenciement sera considéré comme abusif. Et donc, il y aura une condamnation tôt ou tard à une indemnisation, parce que même si pour l'heure, il n'y a pas d'activité judiciaire
ils réouvriront et commenceront à reprendre les dossiers tôt ou tard. Et dans ces cas-là, les personnes qui auraient, ou les entreprises qui auraient aujourd'hui procédé à des licenciements pour motif économique sans autorisation du gouverneur comme c'est prévu, seront automatiquement considérés comme abusifs. Bon, là, je parle pour les entreprises de plus de 10 salariés, puisque c'est dans ce cadre-là que cette procédure est prévue. Pour les entreprises de moins de 10, le texte est muet et n'oblige pas à appliquer cette procédure. Mais pour autant, il me semble qu'il faut dans ces cas-là faire une procédure de licenciement avec une audition, une explication des motifs et une rupture pour motif économique suffisamment justifiée. Là, on pourrait y arriver pour les entreprises de moins de 10. Mais pour celles de plus de 10, ça me paraît très compliqué, surtout si, en parallèle, elles peuvent bénéficier des différentes mesures d'aménagement mises en place par les autorités marocaines pour pouvoir accompagner les entreprises et les salariés dans le cadre de cette situation de pandémie. Alors, on a une interrogation qui demeure. J'ai pas réussi à me faire d'idées très claires entre les différents textes qui ont été produits ces derniers jours, ou cette plateforme de la CNSS qui, à ma connaissance, n'est toujours pas opérationnelle. Je sais qu'elle n'était pas hier, ni avant-hier. Je ne sais pas si finalement aujourd'hui elle a pu être mise en œuvre. Mais selon cette plateforme et les communications de la CNSS, il semblerait qu'il suffit tout simplement d'une attestation sur l'honneur de l'entreprise concernée et d'expliquer que elle n'est pas en mesure de payer les salaires et qu'elle a dû arrêter tout ou partie de ses salariés et arrêter leur rémunération, et de manière à ce qu'ils puissent bénéficier de cette prise en charge à hauteur de 2000 dirhams prévue par la CNSS. Alors, c'est 1000 pour le mois de mars, 2000 pour avril, mai, juin. Pardon. Mais donc, ça semble très libéral, très ouvert sur ce concept d'entreprise en difficulté, ce qui n'était pas le cas, notamment dans la convention de partenariat signée entre le ministère de l'Emploi, le ministère des Finances et la CNSS, où les critères et les conditions semblaient un peu plus drastiques. Et on pouvait même parfois lire qu'en filigrane, il fallait être une des entreprises dont, ou pour laquelle la fermeture a été exigée par l'administration. Donc les choses sont pas particulièrement claires. La mise en œuvre de cette plateforme et les premières réponses va nous permettre d'y voir un peu plus clair, même s'il me semble qu'aujourd'hui, l'approche retenue, ce serait d'ouvrir assez largement cette possibilité de bénéficier de cette prise en charge à hauteur de 2000 dirhams qui, de toute façon, ne répond en partie qu'aux problématiques posées par des grosses entreprises industrielles qui ont des salariés payés un peu plus que le SMIC à 2005, 3000, 4000 dirhams. Et c'est dans ce cadre-là que cette réponse-là est satisfaisante. Par contre, pour des salariés payés 10 000, 15 000 ou 20 000 dirhams par mois, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et la réponse apportée va répondre difficilement aux problématiques que rencontrent les salariés. Donc, on est assez loin de l'activité partielle telle qu'elle se met en place ou qu'elle se développe en France. En parallèle, il y a quand même un certain nombre d'autres mesures. Si on ne peut pas garantir des revenus équivalents, de baisser un peu les charges. Pardon. Donc, c'est ce que vous avez pu lire les uns et les autres, je pense, sur les différentes démarches bancaires, sur le report des différents crédits bancaires à 3 mois, dès lors que la situation le nécessite. Donc, il y a ces petites mesures qui permettent aussi d'éviter des sorties financières. Mais bon, elles s'adressent aussi à une partie des salariés très spécifiques qui ont pris des emprunts et notamment pour se loger et pour lesquels la suspension est possible. Pour les autres, quand il s'agit de loyer, à ma connaissance, il n'y a pas de mesure particulière qui a été prise pour faire face à ces problématiques-là. Donc, on a ce point aussi sur ces différentes mesures. Pour l'instant, on peut pas tellement aller plus loin que ces différents aspects qui sont évoqués, et on verra comment ça se passe une fois qu'on aura les premiers retours des différentes demandes sur la plateforme CNSS et des demandes de prise en charge ou en tout cas de report auprès des différentes banques. Je ne vais pas rentrer non plus dans le détail des mécanismes de dépôt des déclarations de report pour les entreprises à moins de 20 millions, etc. Parce que là, on va rentrer dans des logiques qui sont
purement fiscal et qui concerne purement les entreprises et pas tellement le rapport de travail. Voilà à peu près dans les grandes lignes. Je crois que j'ai un peu débordé sur le temps qui m'était imparti, j'en suis navré. Ce qu'on peut globalement retenir à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des réponses juridiques d'ampleur différente qui existent, que ce soit les congés payés, la prise de congés obligatoires, la réduction du temps de travail, notamment les congés sans solde éventuellement, et avec différents niveaux d'exigence. Certaines réponses peuvent être mises en œuvre de manière assez simple, la réduction du temps de travail jusqu'à 50 par exemple. D'autres, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut l'accord des salariés, éventuellement l'accord d'un gouverneur ou d'une organisation syndicale. Et cette situation de la force majeure, comme je le disais, il n'y aura pas de force majeure au niveau global dans tout le pays. Ce sera certainement plutôt une problématique au cas par cas, contrat par contrat ou entreprise par entreprise, puisqu'on le voit, les entreprises pharmaceutiques, les pharmacies, les restaurants ou les commerces de bouche, eux, ne souffrent pas de difficultés particulières et sont plutôt confrontés à la problématique inverse, qui est celle de recruter et de pouvoir continuer à faire face à la demande qui est très importante. Et dans ce cas-là aussi, on a la possibilité naturellement de recourir aux heures supplémentaires, par exemple. Voilà à peu près les différents éléments que je peux évoquer. Alors, peut-être qu'on va essayer de répondre à quelques questions. Oui, merci beaucoup, Monsieur Houlquir, pour ces explications très complètes et très intéressantes. On a eu énormément de questions. Donc, j'en ai relevé, j'ai essayé de toutes les relever. On va prendre 10-15 minutes pour y répondre. Alors, on a une question notamment sur la situation pour les personnes dont le contrat de travail vient d'être conclu, mais qui n'a pas encore été entamé du fait de la pandémie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ces personnes ? Oui, alors c'est donc des contrats de travail conclus, mais avec une prise d'effet différée, c'est ça? Ou c'est simplement signé, il devait débuter, parce que il faudra la distinguer selon est-ce que c'est une fermeture décidée ou du fait d'une décision gouvernementale, ou si c'est des entreprises qui sont simplement pas en mesure de travailler. Donc c'est aussi le point à regarder. On a, comme vous le savez, des périodes d'essai dans les contrats, donc on peut se servir de ces contrats-là. Parce qu'on ne peut pas remettre en cause la formation du contrat, puisque ça, à partir du moment où le contrat a été mis en place, signé, il est valablement formé. Je pense que c'est ça qui était en jeu dans la question. On peut pas dans ce cadre-là simplement. Alors, comme j'évoquais, si c'est un CDD, la force majeure permet de le rompre. Ça, c'est assez simple. Dans les secteurs où on a embauché et du fait d'une décision gouvernementale, on est obligé de fermer immédiatement. Du coup, il y a des personnes qui sont salariées. Et là, il y a une impossibilité de fournir du travail, impossibilité qui n'est pas imputable à faute à l'employeur, puisque lui aimerait continuer à travailler s'il le pouvait, mais c'est que le gouvernement l'a obligé à fermer. Donc, je pense que typiquement, dans ces situations-là, on doit pouvoir utiliser la force majeure comme élément pour, du coup, suspendre le contrat de travail, donc ne pas verser les salaires et basculer sur cette indemnisation prévue par la CNSS. Dans le cas des décisions gouvernementales, quand c'est pas une décision gouvernementale et que l'entreprise pourrait, si elle le souhaite, continuer à travailler, la force majeure sera plus difficile à mettre en œuvre. Et donc, normalement, on est censé, là, l'employeur décidant par lui-même, entre guillemets, de fermer ou d'arrêter son activité, il me semble il doit recourir soit à la réduction du temps de travail, les congés, il n'y en a pas, éventuellement se mettre d'accord avec le salarié pour un report de la date de prise d'effet de son contrat. Mais là, il n'y a pas de solution, évidente. D'accord. On a une autre question concernant la question du relèvement des températures et du traitement des données à caractère personnel. Est-ce que dans ces cas-là, dans le cadre du fait de relever les températures, on reste dans la protection des données personnelles? Comment ça s'organise? Alors l'idée, c'est qu'on ne va pas les collecter normalement. Ce qui se passe, c'est simplement, vous savez, comme quand c'est ce type de test qui a été mis en place dans certaines entreprises, c'est quand vous arrivez à l'aéroport et on regarde si vous avez de la température ou pas. Et si vous avez de la température, on vous dira, ben non, là, il faut aller faire des examens complémentaires pour s'assurer que vous n'êtes pas porteur et que vous n'allez pas contaminer le reste de la population. Mais normalement, ça ne donne lieu à aucun fichier dans lequel on va garder les températures des uns et des autres avec une collecte de données qui serait là du coup des données sensibles puisque c'est des données de santé et qui ne peuvent être collectées qu'avec une autorisation préalable de la CNDP. Donc là, on n'est pas du tout dans ce cadre de collecte de données
de mon point de vue, on ne va rien collecter, on va simplement à un instant T prendre par un système et avec des personnes habilitées, hein, c'est des médecins ou des infirmiers qui prennent la température ensuite, et ça vous autorise à accéder au site et à travailler ou à ne pas y aller et à mettre en place là du coup un accompagnement en termes de santé. Mais on ne tombe pas sous le coup de la CNDP à partir du moment où on ne va pas collecter ces différents éléments. On n'établira pas il y aura déjà ça ne laissera aucune trace. C'est fait de manière instantanée et puis il n'y aura pas de collecte de données avec une association d'un nom, avec une température, etc. D'accord. Un peu comme pour même si c'est des choses très différentes, comme pour ces éléments de visite médicale. Genre qu'on le fait dans le cadre d'une obligation légale. D'accord. Alors, une autre question sur le maintien du personnel sur le site de travail au cours de la période de pandémie avec des risques importants de contamination, peut-il tomber sous le coup de la loi pénale? Donc, peut-on engager la responsabilité de son employeur? On n'a pas. Alors, tout dépend. On n'a pas de délit de mise en danger d'autrui au Maroc, par exemple. Ce qui est utilisé ailleurs, c'est le fait par le non-respect d'une réglementation ou d'une loi, de mettre en danger la santé ou la sécurité de quelqu'un. Ça, c'est au Maroc. Donc, on n'aura pas de délit de ce point de vue-là. Par contre, il peut se passer, comme j'évoquais tout à l'heure, ça pourrait être un accident du travail. Ensuite, il faut voir quelles sont les conséquences. Si effectivement un salarié va travailler sur un site où il est contaminé, où beaucoup de gens sont malades, où aucune mesure n'a été prise par l'employeur et toutes les mesures de précaution, les gestes barrières et toutes les instructions données par les autorités sanitaires n'ont pas été mises en œuvre et que à la suite de la contamination, la personne est hospitalisée et est gravement blessée ou décède, éventuellement on pourrait imaginer des poursuites pour homicide involontaire. Mais c'est assez critique. D'accord. Alors, une autre question sur l'indemnité forfaitaire mensuelle qui sera versée par la CNSS. Est-elle prévue seulement pour les salariés ayant perdu définitivement leur emploi ou bien aussi pour ceux qui sont en travail partiel? Moi, il me semble que c'est deux choses différentes. Parce que l'idée, c'est justement de faire en sorte que que les contrats ne soient pas rompus. C'est pas une indemnité pour perte d'emploi qui est donnée. Il ne s'agit pas d'indemniser la perte de l'emploi. L'idée, c'est que les salariés puissent continuer à conserver leur poste et bénéficier de cette indemnisation le temps que la situation se calme et qu'ils puissent reprendre leur activité. Et donc, logiquement, c'est ouvert, que ce soit à temps plein, enfin pour que les entreprises qui ont fermé complètement ou celles qui n'ont gardé qu'une partie de l'activité et qui ont arrêté certains salariés. Et donc, les salariés arrêtés, eux, pourraient, de mon point de vue, bénéficier de cette indemnité. Mais il me semble, par contre, si la question c'est de savoir est-ce qu'on peut cumuler une partie de son salaire avec une partie de cette indemnité, je ne pense pas, c'est pas fait pour ça. Oui. Si on a par exemple une réduction du temps de travail à 50% et que donc on va toucher 50% de sa rémunération de son employeur et ensuite en parallèle essayer de récupérer l'indemnité, c'est pas l'esprit et le cadre dans lequel ce texte est mis en place. D'accord. Alors, on a aussi une question. Vous aviez parlé des congés annuels. Est-ce qu'un employeur a le droit d'imposer des congés sans solde? Non. Alors, les congés sans solde, non, on ne peut pas imposer. Ça nécessite un accord. Par contre, les congés qui ont été acquis, l'employeur peut, comme premier élément de réponse, dire pour ne pas impacter ni les uns ni les autres, on va d'abord épuiser les congés pour faire face à la situation et ensuite peut-être recourir à des mesures comme la réduction du temps de travail. Ça, c'est tout à fait possible et il me semble que pour la mise en place de congés payés, et donc là, il n'y a pas de problématique et on peut l'imposer. Ce qu'on ne peut pas imposer, c'est les congés sans solde. D'accord. On a également aussi une question sur le pouvoir de sanction de l'employeur envers un salarié en télétravail qui n'aurait pas effectué un travail urgent. Donc, quelle est la marge de manœuvre de l'employeur face à un salarié en télétravail? Parce que le télétravail ne change pas. Le télétravail ne change pas le cadre disciplinaire, c'est toujours le même. Mais le problème qu'on va avoir dans le cadre du télétravail, c'est la preuve, l'élément probatoire, puisque on peut expliquer qu'il y a un travail urgent, c'est certain, mais il faut arriver à montrer qu'il
qu'il y a un manquement du salarié. Et ça, c'est pas quelque chose, à mon avis, qui va être aisé à démontrer. Oui. On a une question aussi, et puis j'en ferai une dernière là parce que le temps avance, sur les gens qui travaillent au sein des cabinets d'avocats qui sont désormais en arrêt forcé de travail du fait de la fermeture des tribunaux et dont l'activité est susceptible d'être effectuée via le télétravail. Que doivent-ils faire que doivent faire ces personnes-là? Donc, qu'on soit salarié d'une entreprise quelconque ou d'un cabinet d'avocats, on est toujours soumis au Code du travail. Et donc, la thématique, enfin, les règles du Code du travail telles qu'elles sont, dès lors qu'on a un contrat salarié, hein, je ne parle pas des collaborateurs avocats libéraux, mais dès lors qu'on a un contrat de travail, une assistante, par exemple, dans un cabinet d'avocats, on est soumis aux règles du Code du travail. Donc, après, la seule question, c'est est-ce que réellement, dans cette entreprise-là, c'est un cas de force majeure? Il me semble que, ce que j'évoquais tout à l'heure, pour le mois de mars, c'est quand même difficile à soutenir. C'est-à-dire qu'on ne va pas payer les gens pour le mois de mars à cause de cette situation. L'addition de fermeture des tribunaux, je crois que c'était autour du 20 mars. Donc, il y a eu une activité auparavant. On doit déjà, à mon avis, essayer de trouver les mesures qui permettent de répondre dans un premier temps, ne serait-ce que les congés acquis, faire bénéficier les gens des congés et d'essayer de voir par la suite. Mais il n'y a pas de spécificité en termes de droit du travail pour les cabinets d'avocats. Ils sont soumis au Code du travail avec cette obligation, s'il y a plus de 10 salariés, de mettre en place des délégués, etc. Le cadre est tout à fait le même. Après, la question d'un certain nombre, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, dès lors que l'employeur décide de fermer, il faut qu'il puisse justifier sur quelle base il ferme et l'impossibilité pour lui de continuer à travailler, à rémunérer. Et donc, c'est cette question de force majeure et de son appréciation au cas par cas. D'accord. On va vous poser une dernière question sur les voies de recours en fait pour les salariés. Un salarié est-il en droit de contester la décision de chômage partiel prise par l'employeur en concertation avec les délégués du personnel? Alors, on n'a pas de chômage partiel au Maroc. Hein. Entre guillemets. Oui, non, parce que j'ai vu aussi passer des questions. Il n'y a pas d'activité partielle, il n'y a pas de chômage partiel. Ce sont des concepts qui existent en France, mais chez nous, au Maroc, on n'a pas ça. On a simplement cette réduction du temps de travail. Et puisqu'il n'y a pas alors il y a l'IPE, mais il n'y a pas d'indemnité réellement chômage ici. Donc, ce qui se passe, c'est que la réduction du temps de travail peut être décidée par l'employeur de manière unilatérale, sous réserve d'informer et de consulter les délégués. Dès lors que c'est fait de cette manière-là, le salarié ne peut pas la contester et n'a pas le moyen de s'y opposer. C'est prévu comme cela. Le seul cas, c'est parce que même les délégués des salariés, par exemple, ne pourraient pas s'y opposer. Ils seront informés, ils pourront dire qu'ils sont contre, mais l'employeur pourra la mettre en œuvre une semaine après. Donc, il n'y a pas ni les délégués du personnel, ni les syndicats, d'un point de vue juridique, ni les salariés concernés ne peuvent s'opposer à une réduction du temps de travail dès lors qu'elle est dans la limite des 50% et dès lors qu'elle ne dépasse pas 60 jours. C'est quelque chose qui est tout à fait qui est prévu par la loi. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problématique particulière. On n'est pas en mesure de s'opposer à cela. Merci. Alors, je vous pose une dernière question. Faut-il respecter le délai de 30 jours pour l'information préalable des salariés avant de leur imposer les dates de congé? Là, c'est une situation un peu particulière. Moi, il me semble pas, compte tenu du contexte, on peut, dès lors qu'on a cette concertation avec les délégués, expliquer qu'on est obligé de modifier, parce qu'il ne s'agit pas il ne faut pas que ce soit, alors voilà, je vais clarifier ça, il ne faut pas que ce soit une mesure individuelle concernant tel ou tel salarié dont on modifierait les dates de congé. Là, l'idée, c'est une mesure qui va concerner tous les salariés ou les salariés d'un service tout entier. Il ne faut pas que ça puisse donner lieu à une situation de discrimination. Certains les prendraient, pas d'autres. Ça doit être une mesure objective qui vise comme premier élément, de manière à maintenir une rémunération aux salariés, à leur faire prendre les congés acquis. Donc, dès lors qu'on est dans ce cadre-là, il me semble que les circonstances exceptionnelles, c'est le concept de force majeure qui est cité à plusieurs reprises dans le Code du travail, nous permet, à mon avis, dès lors qu'on a eu cette réunion avec les délégués des salariés, de mettre en place ces congés payés avec un effet immédiat sans attendre les modifications, sachant que connaissant la réalité marocaine, je ne pense pas que dans beaucoup d'entreprises, on ait déjà validé les congés pour l'année 2020.
que les gens aient déjà obtenu une validation en disant vous aurez vos congés au mois d'août, au mois de septembre. Enfin, on n'est pas encore là, je pense. Donc ça, c'est le processus normal avec les délais de modification. Là, compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, il me semble qu'on doit pouvoir passer là-dessus. Après, je réponds juste sur le télétravail, parce que j'ai vu une problématique sur les tickets restaurants. Normalement, le fait qu'on soit en télétravail ne signifie pas que on ne perçoit plus le code du travail, les droits ou le cadre contractuel ne change pas. Il y a un petit élément qui change, c'est le lieu d'exécution de la prestation, mais tout le reste doit être maintenu. Donc pour moi, il y a aucune, je vois pas pourquoi on priverait les salariés de leur ticket restaurant s'il y en avait, de la pause pour déjeuner, etc. Tel que les choses étaient mis en place. Alors on peut s'inspirer de ce qui a été fait en France. Là pour le coup, il a été confirmé que effectivement ils bénéficieraient aussi de ces tickets restaurants. Donc pour moi, il n'y a pas de changement particulier. Le seul élément, c'est la mise en place de ce télétravail, où là, il y a des éléments de discussion. Mais de mon point de vue, compte tenu de la situation, c'est quelque chose qui doit pouvoir être mis en place de manière unilatérale. Ça ne veut pas dire qu'on n'informe personne et qu'on ne fait pas ça en respectant un process RH et de discussion, d'échange avec les salariés, les délégués du personnel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de formaliser ça, de mon point de vue, par un accord. Et la note du ministère qui disait qu'il fallait un accord se base sur un article, l'article 8, qui, de mon point de vue, ne correspond pas à la situation. Merci beaucoup, Maître Oulkouir, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à vous tous d'avoir participé à ce premier webinaire. Donc, un enregistrement est d'ores et déjà disponible sur le site de Connexion. Donc, vous pourrez réécouter l'intervention de Maître Oulkouir juste après. Je vous donne rendez-vous dès mardi prochain, 31 mars, à 16h, sur ce même site, avec Maître Nesrine Roudan, qui nous parlera de l'impact de l'épidémie de Covid-19 en droit des contrats. Excellent après-midi à tous et merci. Merci, bonne journée à tout le monde. Au revoir.